Je vous présente les invités qui nous accompagnent donc jusqu'à 19h. Louis de Ragnel, bonsoir. Bonsoir Yoann. Le bienvenu. Vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. À vos côtés, Cyril Chabagnier, bonsoir. Vous êtes le président de la CFTC. Vous représentez l'intersyndicale donc sur ce plateau et on vous entendra longuement évidemment dans cette émission. Éric Revel, soyez le bienvenu. Yoann, merci beaucoup. Bonsoir, vous êtes journaliste. Jean-Christophe Couvi est également avec nous, secrétaire national Unité SGP. Et puis à vos côtés, Jean-François Amadieu, spécialiste des mouvements sociaux. Je vous donne la parole dans un instant pour essayer de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui, décrypter, savoir ce qui va se passer également dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Avant cela, on retourne au sein du cortège parisien où se trouve l'un de nos journalistes et on voulait vous entendre puisque vous avez été quelque part victime d'une agression il y a peu de temps au sein de ce cortège. En tout cas, on a cassé la caméra que vous aviez pour effectivement faire votre reportage et nous rendre compte de la situation. Racontez-nous précisément ce qui vous est arrivé au sein de ce cortège parisien. C'est exactement ça, Johan, avec mon caméraman et nos agents de sécurité. On a été pris à partie effectivement par plus d'une quinzaine de Black Blocs. Alors tout ça s'est passé très rapidement. Nous étions en train de filmer l'avant de ce cortège, leur banderole, comme nous l'avons fait depuis le début de l'après-midi. Et au moment où mon caméraman a voulu prendre un petit peu de champ, c'est ce que l'on appelle dans le métier, on a levé la caméra, dézoomé, évidemment, pour ne pas filmer les visages, ce dont avaient peur d'ailleurs les Black Blocs. On a pris du champ et à ce moment-là effectivement un individu est arrivé à tenter de mettre sa main devant la caméra, de nous empêcher de filmer. À ce moment-là un de nos agents de sécurité s'est interposé et c'est à partir de là que une quinzaine d'individus sont arrivés, ont commencé à nous insulter, à nous menacer. Un manifestant pacifiste leur a demandé de nous laisser faire notre travail puisque c'est effectivement ce que nous étions en train de faire et c'est à ce moment-là effectivement que quelques individus plus virulents que les autres nous ont clairement, il faut le dire, sauté dessus. Un a essayé de nous voler la caméra est tombée par terre, on s'est agrippé à celle-ci, on a réussi à la récupérer. Un autre est arrivé, nous a arraché une pièce de la caméra. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, cette caméra a des fils électriques qui ressortent. Voilà, tout cela s'est passé très, très rapidement dans une violence extrême. On a dû être extirpé de cette manifestation. L'un de nos agents de sécurité a été pris à partie. On l'a d'ailleurs perdu. Il a été entouré par une quinzaine d'individus qui ont tenté de s'en prendre physiquement à lui et qui s'en sont pris d'ailleurs physiquement à lui. Et encore une fois, c'est quelque chose qui contraste avec le début de la manifestation puisque tout était très calme. Mais ces Black Blocs, à l'appel de quelques-uns plus virulents que les autres, nous ont pris pour cible à ce moment-là et nous ont désigné comme responsables de ce qui se passait, nous ont traités de menteurs, d'autres insultes que je ne pourrais pas citer à l'antenne, mais effectivement le résultat des courses est effectivement une belle frayeur pour notre équipe, des agents de sécurité qui ont été bousculés, qui ont été frappés et une caméra qui a été cassée et donc voilà. D'ailleurs on remercie nos agents de sécurité d'avoir été à nos côtés puisque probablement que s'ils n'avaient pas été là, la suite n'aurait pas été celle que l'on connaît aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre témoignage qui rend évidemment très bien compte de la situation des journalistes et de la pénibilité, la dureté de leur travail dans ce genre de manifestation. Et ce que beaucoup de gens, de téléspectateurs ignorent, c'est que Louis de Ragnel, beaucoup de journalistes qui sont dans ces manifestations, et c'est le cas des journalistes de CNews, ont des agents de sécurité avec eux, ce qui en dit long quand même sur la situation que nous connaissons en ce moment. C'est vrai que jusqu'à il y a 10 ans, une dizaine d'années, les gilets jaunes en tout cas, c'est quelque chose qui n'existait pas en France. C'était simplement pour les journalistes qui partaient sur les théâtres de guerre, dans les zones de très forte tension. Et c'est vrai que progressivement, les rédactions de CNews, comme d'autres rédactions d'ailleurs, ont dû effectivement mettre les moyens pour protéger leurs journalistes, parce que tout simplement, certaines personnes ne supportent pas qu'on puisse relater leurs actions avec ce paradoxe, c'est que les personnes qui participent au Black Bloc souvent sont très contentes qu'on parle d'elle, parce que c'est quand même l'objectif des Black Blocs, c'est l'objectif des gens qui cherchent la confrontation avec la police, c'est de faire des images, faire en sorte qu'on ne parle que d'eux, et dans le même temps, ils ne supportent pas qu'on s'approche d'eux et qu'on puisse s'intéresser à leurs mouvements
de près. Et donc, dans le désordre en fait des manifestations, eh bien, les journalistes classiques donc ne peuvent pas, enfin, sont parfois empêchés, donc sont obligés d'être protégés. Et puis, les journalistes, les street journalistes dont parlait Éric Revel tout à l'heure, avec toute l'incongruité que ça représente, eux ont tout le loisir pour filmer à 20 cm le visage des policiers, les insulter, les provoquer. Et là, pour le coup, pas de réponse. On vous oppose systématiquement la liberté d'informer, alors qu'on ne sait absolument pas pour qui ces journalistes travaillent. Quel est leur intérêt. Parfois d'ailleurs, il y a des black blocs qui se dissimulent avec entre guillemets un déguisement de journaliste pour mieux encercler les policiers. On avait vu ça à l'avant-dernière manifestation. Et encore une fois, les policiers, derrière leur visière et leur équipement, ne sont évidemment pas en mesure de faire la distinction entre guillemets un vrai et un faux journaliste. Donc c'est vrai que ça complique énormément leur tâche, puisque imaginons par exemple qu'ils soient provoqués jusqu'à l'outrance, jusqu'à l'excès par un pseudo-journaliste, s'ils se mettent à l'interpeller, eh bien évidemment toute la profession va crier à l'atteinte à la liberté d'informer. Et donc voilà, donc c'est très compliqué pour les policiers et les gendarmes de faire face à ces faux journalistes, ces pseudo-journalistes. Et on remercie évidemment les journalistes qui font leur travail pour essayer de nous rendre compte du mieux possible de la situation dans ce cortège parisien. Et on remercie évidemment les journalistes de CNews qui, on l'a bien compris, prennent des risques donc simplement pour faire leur métier. On va retrouver à présent un journaliste d'Europe 1 qui se trouve lui aussi au sein de ce cortège parisien. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre journée? Quelle a été votre journée? Eh bien écoutez, la manifestation a commencé dans une ambiance bon enfant, avec beaucoup de chants. Et puis quand on est arrivé du coup au niveau du restaurant de la Rotonde, donc qui est un lieu symbolique pour Emmanuel Macron, puisque c'est ici qu'il avait fêté sa victoire à l'élection présidentielle de 2017. Eh bien on a vu des dizaines d'individus cagoulés, vêtus de noir, qui ont jeté donc des pots de peinture de couleurs verte et bleue sur l'étoile donc rouge du restaurant. Les forces de l'ordre donc ont forcément répondu par une charge. Et après, le long du parcours, on a vu plusieurs abribus, des panneaux d'affichage, des vitrines de magasins qui ont été détruites. Des militants m'ont confié ne pas comprendre pourquoi certains dégradaient le mobilier urbain. Et donc pour l'instant, le cortège continue. L'ambiance est plutôt calme pour l'instant et il continue sa route en direction de la place d'Italie. Et on suivra évidemment avec vous l'arrivée de ce cortège place d'Italie et la dispersion surtout de cette manifestation qui, on le sait, est toujours un moment particulièrement difficile pour les forces de l'ordre qui en ont hélas fait l'expérience au cours de ces dernières semaines et au cours de ces derniers mois. À 18h09, je vous redonne on rejoint notre journaliste CNews à présent qui lui aussi se trouve au cœur de cette manifestation. Quelle est la situation autour de vous? Que se passe-t-il au moment où l'on se parle? Eh bien, écoutez, un cordon de forces de l'ordre a tenté d'avancer vers la place de l'Italie, vers le centre de la place de l'Italie, là où étaient situés plusieurs manifestants qui étaient donc au milieu de la place. Ils ont interpellé plusieurs personnes qui étaient au centre de cette place. Et c'est à ce moment-là, effectivement, où il y a eu des premiers jets de fumigène, des premiers jets aussi de pavés et quelques gaz lacrymogènes ont été lancés par les forces de l'ordre pour tenter de faire reculer des manifestants qui ont commencé à prendre à partie ces forces de l'ordre. Donc première manœuvre des forces de l'ordre pour tenter, on imagine peut-être d'évacuer le centre de la place. Il faut le comprendre, cette place est assez calme au départ. Il y a de l'herbe, il y a une petite fontaine, donc les manifestants peuvent s'y regrouper assez facilement avec des bancs. C'est comme un square, une partie de cette place qui est donc fermée. Et donc les manifestants s'y étaient regroupés. Les forces de l'ordre ont sûrement tenté de les déloger. Et c'est là où les premiers échauffourées ont commencé sur cette place d'Italie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Donc, on vous retrouvera évidemment à nouveau durant cette émission au cours de ce cortège parisien. Éric Revel, on voit quand même que la situation se tend un peu. Je le disais tout à l'heure, malheureusement, on a l'habitude. Ça n'est pas une surprise. À chaque manifestation, on s'y attend. Alors, c'est à différents degrés. Là, c'est raisonnablement... j'allais dire, c'est assez calme en réalité, même si on voit bien qu'il y a tout de même des perturbateurs qui tentent de provoquer les policiers, de provoquer les journalistes, on l'a entendu.
Oui, à la fin de chaque mobilisation, en tout cas depuis 14 jours, on a assisté aux mêmes scènes pitoyables. Là, on voit que les forces de l'ordre essayent de protéger le symbole que représentent pour les Black Blocs d'extrême gauche la banque et le monde anticapitaliste qui vomissent. Alors, en écoutant Louis Dragnel tout à l'heure, je me disais, mais ces gens qui vomissent le capitalisme, bon, ils ont le droit, mais si on basculait dans le monde qui est le leur, moi, je serais extrêmement effrayé, si vous voulez. Quand je vois la façon dont ont été traités les journalistes de CNews, par exemple, et je me dis, ces gens, s'ils avaient une parcelle de pouvoir ici ou là, mais dans quel monde ils nous feraient basculer? Donc c'est absolument terrifiant. Et finalement, ils donnent une publicité de leurs actions et de leurs mots d'ordre qui est absolument lamentable. Et puis, vous savez, ça me fait penser aussi que souvent, les médias mainstream sont prêts à se mobiliser, et c'est normal quand un journaliste est agressé dans un pays ou autre. J'aimerais savoir combien de médias ce soir, par exemple, ont parlé de l'agression des journalistes de CNews. Eh ben, à mon avis, il n'y en aura absolument aucun. Il n'y en aura absolument aucun, et notamment du service public. Personne ne va dire que les journalistes se sont fait agresser. Des journalistes dans l'exercice de leur métier, des journalistes qui ont des cartes de journalistes, des journalistes qui sont obligés d'être protégés par des vigiles. Et ça, je trouve ça absolument délirant, si vous voulez, quand même. Alors, avec la police, on en parlerait beaucoup. Cyril Chabagnier, je vous donne la parole tout de suite, mais cette information qui nous parvient à l'instant, information de Louis Dragnel. Louis, vous nous dites qu'il y a 31 000 manifestants selon la préfecture de police. Au sein du cortège parisien, c'est a priori 4 fois moins que le 1er mai dernier. Exactement, et c'est en dessous de la fourchette basse qui avait été anticipée par le service de renseignement de la préfecture de police de Paris, puisque l'estimation c'était 40 000 à 70 000 manifestants à Paris. Donc clairement, voilà, en tout cas pour le cortège parisien, c'est une manifestation en forte baisse. À noter simplement, puisqu'on parlait des enjeux de la dispersion de la manifestation, c'est vrai que pour l'instant c'est relativement calme, mais la météo ne joue pas forcément en faveur des forces de l'ordre, puisque quand il fait beau, eh bien, forcément, ça attire davantage de personnes. Et puis, quand il fait beau et qu'il fait chaud, eh bien, il y a souvent, et c'est ce qui a été observé lors des précédentes manifestations, il y a plus de gens aussi qui s'alcoolisent et qui donc mécaniquement peuvent être plus violents contre les policiers et les gendarmes. Cyril Chabagnier, 31 000 manifestants à Paris selon la préfecture de police. Ils étaient 112 000 le 1er mai dernier. C'est donc à peu près 4 fois moins que le 1er mai dernier. Au-delà de la déception qui, j'imagine, est la vôtre, ces 31 000 manifestants à Paris, on attend les chiffres nationaux. Vous allez en faire quoi? Quel poids est le vôtre maintenant pour faire quoi? Pour négocier quoi? D'abord, deux choses. Ça reste important, cette journée de manifestation, et le nombre reste conséquent. Alors, c'est beaucoup moins que les journées précédentes, mais ça reste important. 31 000 manifestants à Paris, c'est quand même un nombre qui est assez faible. Oui, mais on n'était pas sur une journée pour se compter, excusez-moi de prendre cette expression-là. C'était important pour nous de faire une manifestation le 6, parce qu'il devait y avoir le vote de la proposition de loi du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale sur les 64 ans après-demain. Et donc, c'était important de mettre la pression sur les députés pour qu'ils votent cette loi. Et maintenant, donc ça, c'était la première chose. On espère d'ailleurs, c'est pas encore totalement perdu. Enfin, la présidente de l'Assemblée a laissé entendre qu'elle refuserait qu'il y ait ce vote, elle utiliserait l'article 40. Un vote sur l'abrogation de la réforme des retraites qui vraisemblablement n'aura pas lieu. On suivra ça jeudi, évidemment, sur CNews et sur Europe 1. On pourrait toujours avoir une bonne surprise. Plein d'artifices qui existent. Mais par contre, sur la suite, non, mais je vous réponds tout de suite. Sur la suite, on veut évidemment continuer à contester les décrets, je l'ai dit tout à l'heure, mais on veut aussi se servir de cette mobilisation et de ces 5 mois de mobilisation pour faire pression sur les autres sujets qui sont aussi des priorités pour les Français. Donc salaire, pénibilité, usure professionnelle, droit à la reconversion, emploi des seniors, offrir une prévoyance pour tous, car nous avons encore 15% de Français qui n'ont pas de régime de prévoyance aujourd'hui dans notre pays. Donc tous ces sujets-là qui sont des sujets majeurs et des priorités pour les Français, on veut que cette mobilisation et cette mobilisation d'aujourd'hui puisse peser pour ça, pour qu'on obtienne des avancées auprès du gouvernement. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Vous voulez être à nouveau reçu à Matignon? Vous demandez à nouveau que le chef de l'État, qui ne l'a pas fait, vous reçoive en personne pour lui dire on veut une augmentation générale des salaires? C'est ça que vous demandez ce soir? On ne demande pas forcément à être reçu par le chef de l'État, c'est pas avec lui d'ailleurs qu'on négocie ce genre de choses, mais on souhaite évidemment qu'il y ait des négociations fortes pour donner une prévoyance à tout le monde, ça doit passer par la loi, pour pouvoir avoir des augmentations de salaire et demander à l'État déjà de montrer l'exemple, parce que l'augmentation de la valeur, enfin de l'indice
des fonctionnaires n'a pas été à la hauteur, loin de là, de l'inflation. Demander à ce qu'il y ait une pression mise sur le domaine du privé pour qu'il y ait des branches entières qui redémarrent des négociations salariales, pour qu'on n'ait plus de niveau de classification qui démarre en dessous du SMIC, pour qu'on puisse agir sur les tassements de salaire, parce que le président parle des classes moyennes, mais tout est fait pour tasser les salaires au niveau de ces classes moyennes. Vous voyez, il y a des tas de sujets comme ça qui sont importants. Le gouvernement est prêt, en tout cas c'est le discours qui tient, à ouvrir la porte. Ils veulent de l'apaisement, ils veulent pouvoir discuter d'autres sujets. On veut se servir aussi de ces mobilisations pour obtenir des avancées et gain de cause sur ces autres sujets. On va continuer à évoquer ce chiffre et à le commenter. 31 000 manifestants à Paris, donc selon la préfecture de police. On évoquera la suite également de cette mobilisation et le poids que vous avez. Quel est votre poids, le poids réel des syndicats pour peser auprès du gouvernement? Avant cela, on rejoint notre journaliste CNews au sein de la mobilisation parisienne. Vous êtes place d'Italie, me semble-t-il, là où le cortège arrive. Quelle est la situation autour de vous? Exactement, Johan, ce qu'on peut vous dire désormais, c'est que l'ensemble du cortège parisien est arrivé ici, place d'Italie qui est plutôt assez remplie, mais évidemment beaucoup moins par rapport aux autres manifestations. Là, ce que vous voyez en ce moment sur notre image à l'antenne sur CNews, eh bien, c'est une barrière, un cordon de force de l'ordre face auquel eh bien, des manifestants se sont postés pour leur chanter des chants à la fois contre Emmanuel Macron et puis tout simplement contre leur métier de policier. Ce qu'on a pu voir nous tout à l'heure en rejoignant cette fin de cortège, eh bien, c'est que c'était plutôt une fin de cortège qui se déroulait dans le calme, même si à un moment donné, eh bien, il y a quelques minutes maintenant, des policiers ont été obligés de charger sur certains éléments perturbateurs, certains éléments radicaux. On a vu une interpellation qui a eu lieu justement au moment de cette charge. Il faut savoir que là, normalement, eh bien, la manifestation elle doit donc toucher à sa fin, puisque l'ensemble du cortège parisien est arrivé place d'Italie, mais on le voit, les manifestants comptent encore rester ici présents. Parmi ces manifestants, quelques éléments radicaux, donc on vous tiendra évidemment informé si jamais la situation se tend ici place d'Italie. Merci beaucoup, et on retient donc cette information. Vous nous dites que le cortège est intégralement arrivé place d'Italie, ce qui signifie, Jean-Christophe Couvi, que les manifestants, certains d'entre eux en tout cas, vont rester sur cette place et que d'ici quelques temps, combien, peut-être une heure, on peut imaginer que la police eh bien, commence la dispersion de cette manifestation. Normalement, la manifestation doit se terminer vers 19h, c'est ce qui a été signé en préfecture. Donc effectivement, on respecte le timing, hein, et à partir de 19h, on va commencer à demander aux gens de quitter les lieux pour retrouver une physionomie normale, c'est-à-dire relancer les voitures, la circulation, avec la vie continue. Et puis c'est là où on va avoir effectivement une partie des personnes qui vont vouloir rester au prétexte des libertés individuelles, et c'est là où ça va commencer à s'échauffer un peu. Je pense que l'alcool aidant, effectivement, certains confondent s'hydrater et boire beaucoup de bière, et c'est pas forcément bon. Donc, à un moment donné, c'est compliqué de discuter avec des gens qui sont imbibés. Et puis c'est là où effectivement souvent on a des échauffourées, voilà. Et après des black blocs et des ultras qui profitent aussi de cette masse qui reste sur la place pour se battre un petit peu avec les forces de l'ordre, les provoquer et essayer d'avoir encore une fois des chocs avec les policiers. Donc on verra au fur et à mesure si les gens partent. En fait, encore une fois, je vais dire, les Black Blocs resteront s'il y a une masse de manifestants qui restent. Dès lors que ça va s'éparpiller un petit peu, et là on voit d'ailleurs les policiers ont des instructions pour faire avancer ces gens vers la place d'Italie et vraiment commencer à écarter. Voilà, en fait, il y a une poussée là. Voilà, pour que justement on retrouve une physionomie normale sur la place le plus rapidement possible. Et on suivra évidemment en direct sur CNews et sur Europe 1 jusqu'à 19h la situation place d'Italie. Jean-François Amadieu, je rappelle que vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. On disait avec Cyril Sabagnier avant, il y a quelques minutes, on évoquait le poids des syndicats. Quel est le poids réel des syndicats aujourd'hui? Après 14 journées de mobilisation, beaucoup ont été des formidable réussite, hein. Il y a eu un poids réel. Beaucoup de manifestants ont participé à ces manifestations. Aujourd'hui, c'est évidemment moins le cas. Je rappelle ce chiffre, 31 000 manifestants à Paris, selon la préfecture de police. Ma question est la suivante. Est-ce qu'ils sont en position de force pour aller à l'Élysée ou à Matignon exiger du gouvernement des négociations sur les salaires, des négociations sur la pénibilité? Oui. Alors, ce qui joue évidemment pour les organisations syndicales, c'est que le gouvernement, mais aussi le patronat, a besoin d'envoyer des signaux
des signaux de dialogue et puis montrer qu'on est passé à autre chose, qu'on le fait bien, etc. Alors, excusez-moi, je vous coupe à nouveau, Jean-François Amadieu, parce que notre journaliste sur le terrain nous informe qu'il y a des mouvements à proximité de la place d'Italie où les choses sont manifestement en train de déraper. C'est ce que vous nous dites. Attention pour le médic devant. Ouais, exactement, Johan. La situation se tend un petit peu parce qu'en fait, pour tout vous expliquer, vous avez les forces de l'ordre qui ont pour objectif d'amasser, d'amener tous les manifestants, l'ensemble des manifestants, y compris les aimants les plus radicaux, au centre de cette place d'Italie. Mais vous avez eu comme un corps à corps il y a quelques minutes avec des manifestants, des éléments radicaux qui ont voulu donc repousser ces policiers dans cette avenue des Gobelins, là où nous nous trouvons, qui est donc une avenue qui donne ici sur cette place d'Italie. Vous avez donc des fumigènes, une bombe de désencerclement qui a été lancée, mais également du gaz lacrymogène. C'est peut-être aussi pour ça qu'à la seconde, il m'est un petit peu difficile de vous parler. Mais là, si vous voyez bien sur les images, à l'instant, vous avez des va-et-vient de policiers qui donc tentent de rassembler ces manifestants au niveau de la place d'Italie. Mais on en voit bien certains, ce sont souvent ceux qui sont entièrement vêtus de noir, et bien qui comptent aller au corps à corps, qui comptent s'affronter, qui comptent en découdre avec les forces de l'ordre encore présentes ici de façon très massive. Parfois, les policiers, on le voit tout au long de la manifestation, la présence, elle est un petit peu plus moins voyante. Là, l'objectif, c'est réellement de réunir le maximum de personnes ici, place d'Italie, et c'est là où la situation commence à se tendre avec de multiples charges, des projectiles qui sont également envoyés contre les forces de l'ordre. Et on a vu encore il y a quelques secondes des interpellations qui ont eu lieu, puisque l'objectif des forces de l'ordre, c'est aussi de tenter d'interpeller, d'extirper les éléments radicaux afin de dissoudre le Black Bloc. On retrouve à présent un autre journaliste de CNews qui se trouve toujours sur la place d'Italie, qui est une place assez grande à Paris. Et à côté de vous, eh bien, les choses sont également en train de se compliquer. C'est ce que vous nous dites. Oui, effectivement, la situation est très tendue. Les forces de l'ordre se trouvent en ce moment même juste vraiment au pied de la mairie du 13e arrondissement. Alors, il y a quelques instants, ces mêmes forces de l'ordre étaient avenues des Gobelins. Un nombre de manifestants assez important se trouvaient devant ces forces de l'ordre. Ils sont vraiment allés à l'affrontement des forces de l'ordre, donc qui ont répliqué assez rapidement. Et là, on le voit en ce moment même, des gaz lacrymogènes qui sont lancés par les forces de l'ordre. Des forces de l'ordre qui tentent vraiment de reprendre le dessus. Alors, comme je vous l'ai expliqué, des manifestants se sont rendus vraiment à la rencontre des forces de l'ordre, et on a pu voir ce qu'on n'avait pas vu depuis le début, en tout cas l'arrivée du cortège place d'Italie, des membres des Black Blocs, et on les a vus arriver petit à petit au compte-gouttes, et on a vu très clairement qu'il s'agissait effectivement de ces membres radicaux qui tentaient d'affronter les forces de l'ordre. Certains manifestants, eux, étaient plutôt pacifiques et ont rejoint effectivement ce groupe de Black Blocs, ce qui a fait que les forces de l'ordre se sont rapidement retrouvées avec des centaines de personnes face à eux, assez dures. Et voilà, donc là en ce moment les forces de l'ordre sont vraiment regroupées au niveau de la mairie du 13e arrondissement, tentent de reprendre le dessus, et des manifestants, eux, se font soigner, puisque beaucoup d'entre eux ont été gazés. En ce moment d'ailleurs, juste à côté de moi, l'un d'entre eux est donc assez mal en point. Il a du mal à voir, et c'est forcément l'effet de ces gaz lacrymogènes qui sont lancés par les forces de l'ordre pour tenter de reprendre le dessus. Jean-Christophe Couvi, ce qui est frappant, c'est que les forces de l'ordre dans cette situation doivent cohabiter avec des manifestants qui sont là simplement pour regarder ce qui se passe, avec les journalistes qui font leur travail, et c'est bien normal. Il y a évidemment les casseurs qui essaient de se constituer en Black Blocs. Il y a des personnes qui sont là, qui essaient de prendre des photos, donc qui se mêlent à cette foule. On imagine que le travail des forces de l'ordre dans cette situation est extrêmement compliqué. Alors, il faut voir aussi, c'est que vous êtes en fin de journée, vous avez tout le barda à vous trimballer, ça fait à peu près 14 à 20 kilos, il fait chaud, vous ne vous reposez jamais en fait, parce que vous êtes toujours en activité, vous êtes toujours sur le feu, quoi. Et puis effectivement, c'est comment trier le bon grain de livret. Voilà, quand vous avez une foule de manifestants qui vient à votre contact, encore une fois, les règles d'engagement chez nous, c'est on ne vient pas au contact des policiers. Voilà, on garde un espace, c'est un sas de sécurité pour nous. Dès lors que les gens viennent au contact des boucliers et commencent à vouloir vous les arracher, vous pousser, etc., vous vous mettez en danger. Donc là, c'est normal qu'on fasse une manœuvre, j'allais dire, de désengagement, où on pousse un peu tout le monde. Alors oui, il y a des bousculades, oui, il peut y avoir des coups de bâton de défense pour gagner de
de l'air, parce que les gens leur demandent de reculer, ils ne reculent pas, au contraire, ils viennent provoquer. Voilà. Et après, effectivement, les Black Blocs viennent s'infiltrer parmi des manifestants qui sont là en attente, mais qui sont quand même en support aussi des ultras. Et donc c'est compliqué, oui, quand vous avez un grand coup de tension comme ça, de faire la part des choses. Et puis votre idée, vous, c'est de vous dégager, un peu tout le monde. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Et encore une fois aussi, on rappelle quand même que les policiers sont d'abord et avant tout là pour protéger les manifestants. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui finissent par l'oublier. Et donc, en fait, globalement, si vous participez à des manifestations et que vous vous éloignez des endroits où il y a des tensions, a priori, il ne devrait rien vous arriver. Donc, très souvent, passer le moment de la dispersion, donc l'ordre n'a pas encore sans doute été donné, mais à mon avis, ça va être imminent. Normalement, si vous obtempérez, si vous respectez les demandes des policiers et des gendarmes, tout va bien et vous rentrez paisiblement chez vous. La question, c'est toutes les personnes qui restent après la dispersion. Pour les policiers et les gendarmes, c'est très compliqué de faire la distinction entre ceux qui ont passé un bon moment et qui veulent, entre guillemets, prolonger la joie d'avoir retrouvé des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps et avec qui vous avez partagé un combat ou une lutte. Et de l'autre côté, des gens qui viennent uniquement pour en découdre parce que souvent aussi, il y a des Black Blocs et il y a des casseurs qui viennent uniquement à ce moment-là de la manifestation. Il y a beaucoup de gens, on ne les voit même pas pendant le déroulé des cortèges. Voilà, donc leur intention, c'est uniquement l'affrontement avec la police. Jean-François Amadieu, vous nous disiez tout à l'heure, la constitution de Black Blocs en France, c'est quelque chose qui est assez récent. Pourquoi est-ce que c'est nouveau dans notre pays et qui sont ces personnes? D'où viennent-ils? Quel est leur profil? Oui, alors en fait, c'est une nébuleuse. En réalité, c'est des groupes de quelques personnes qui finalement, pour l'occasion, se retrouvent. Ce à quoi on assiste depuis quelques années, c'est, parce qu'on parle souvent de Black Bloc, mais en réalité, c'est un ensemble de jeunes, pour faire bref, ou de militants, mais qui appartiennent à diverses organisations. Et dans l'ensemble de ceux qui se livrent à ce type d'action, donc vous allez à la fois ce qu'on appelle souvent Black Bloc, mais en fait qui est venu originellement de l'étranger, d'Allemagne en particulier, avec une forme d'action un petit peu particulière, mais ça va regrouper un ensemble, si vous voulez, de ce qu'on appelle l'ultra-gauche, d'anarchistes, voilà. Avec une certaine porosité, et avec des gens qu'on trouvait déjà, qui existent depuis longtemps en France et dans les manifestations. Hein. C'est simplement qu'aujourd'hui, c'est un peu plus visible, médiatiquement, ça se voit davantage, il y a des images, etc. Et on retourne sur le terrain voir notre journaliste pour CNews, journaliste CNews, qui se trouve place d'Italie, où la situation est extrêmement tendue. Effectivement, ça s'est à nouveau tendu ici, place d'Italie. Place d'Italie, pas vraiment. Hein. On est avenue des Gobelins, puisqu'on pensait que l'ensemble du cortège était arrivé, place d'Italie. Mais on voit encore finalement le cortège arriver, les syndicats arriver avec les chars, avec la musique. Ils arrivent bien après finalement l'arrivée des premiers manifestants de ce cortège qui était donc scindé en deux. Alors ce qu'on en a vu il y a quelques minutes vraiment, la police a tenté de couper ce cortège de manifestants. Et il a tenté donc de couper vraiment ce cortège, de passer vraiment entre les manifestants à vive allure pour essayer visiblement d'attraper peut-être un élément, un des éléments radicaux. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, il y a vraiment eu un mouvement de foule. Donc cette police a tenté de couper le cortège et c'est là où, scène assez surréaliste, la sécurité de la CGT qui protégeait donc ces syndiqués, ces manifestants, a fait bloc pour éviter que les forces de l'ordre ne tentent ou n'essayent d'attraper ce manifestant, cet élément radical. La police n'a pas voulu insister, a dû reculer puisqu'ils étaient bien moins nombreux que le service d'ordre de la CGT et donc le mouvement s'est arrêté net. Les manifestants sont venus au coude à coude finalement et ils continuent encore même à lancer en ce moment même des jets, des bouteilles de bière, c'est des jets de projectiles envers les forces de l'ordre, des manifestants pacifiques qui finalement tentaient de rejoindre Place d'Italie et qui se sont joints au service d'ordre de la CGT pour repousser les forces de l'ordre et éviter que cet élément radical ne soit finalement arrêté, interpellé par les forces de l'ordre.
Merci beaucoup. On vous retrouve évidemment tout au long de cette émission dans le cortège parisien qui est en train donc d'arriver place d'Italie avec des affrontements ici et là entre manifestants, casseurs et les forces de l'ordre. Jean-Christophe Couvi, ce que les téléspectateurs et les auditeurs qui nous regardent et nous écoutent se demandent, c'est à chaque manifestation, on annonce, on dit il y aura 1000, 1500, 2000 casseurs. On le sait, on l'a anticipé, c'est prévu et on ne peut rien faire. Pourquoi ? Écoutez, si j'avais la solution, non, mais ça passe aussi, en fait, il faut gérer l'avant. Et l'avant, c'est pour ça qu'on a demandé de revoir cette loi anti-casseurs. Il faut qu'on retravaille dessus. Il faut qu'on puisse quand même permettre d'isoler les éléments les plus perturbateurs et les plus violents et les interdire de venir sur les manifestations. Vous parlez d'une loi de 2019 qui a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel. En partie censurée parce qu'on part du principe que, effectivement, venir manifester, c'est un droit constitutionnel, on ne peut pas empêcher. Alors, moi, je veux bien, mais encore une fois, je fais la différence entre un manifestant et un professionnel de la casse et du désordre public. Et donc, cette personne-là, elle vient pas manifester, elle vient pour se battre, elle vient pour mettre le feu, et elle vient pour essayer de tuer du flic et des pompiers. Voilà, donc à un moment donné, il va falloir aussi prendre sa part de responsabilité chez le législateur. Et s'il faut passer, parce que ce qui gêne, et je peux le comprendre aussi, mais ce qui gêne, c'est qu'en fait, c'est un arrêté administratif, donc ça serait le préfet qui pourrait prendre cet arrêté. Et c'est ce qui gênerait les esprits. Passons par la justice. Et ça existe déjà, en fait, en peine complémentaire, d'interdire des gens de manifestation pendant 5 ans, 10 ans ou à vie. Eh bien, s'il faut passer par là, passons par la justice. Éric Revel, certains disent que les casseurs sont les idiots utiles du gouvernement, dans le sens où leur présence dissuaderait certains de venir manifester et donc ferait baisser la mobilisation. On peut aussi dire à l'inverse que ces images, elles ne servent pas le gouvernement, parce que ça donne précisément l'image d'un gouvernement impuissant qui ne maîtrise pas l'ordre dans ce pays. Vous avez peut-être 2 catégories. Vous avez ceux qui auraient pu manifester en famille, mais qui ont peur à cause des casseurs de venir et de manifester. Et puis vous avez ceux aussi parmi les casseurs qui ne se rendent pas compte effectivement que en cassant le mouvement social, et en le discréditant, pour ceux qui sont pas sur place ou qui sont pas des militants syndicaux, ils donnent l'impression d'être utiles au pouvoir, puisque évidemment à chaque fin de manifestation on a une image d'anarchie, de chaos. D'ailleurs pour des anarchistes, de l'image d'anarchie, c'est la moindre des choses. Donc je suis assez partagé, mais juste sur ce mouvement des Black Blocs, il faut quand même se souvenir que à l'origine, je regardais pour vérifier la date, en 2001 à Gênes où j'avais un G8, les 8 pays les plus riches de la planète, donc vous voyez, riches, anticapitalistes, où vous aviez eu là, pour la première fois, des émeutes d'altermondialistes qui se sont radicalisés depuis et qui contestaient déjà à l'origine ces sommets de pays riches au nom de la justice sociale ou au nom des pays pauvres, et qui avaient commencé dans ces manifestations à casser, à tel point que ce G8, G7 plus la Russie de Gênes en 2001 a failli pas se tenir. Mais juste un mot, et j'en terminerai là-dessus pour ma part, mais il y a quand même un sujet, Monsieur Chabagnier, il y a quand même un sujet. C'est que, vous savez, vous vous souvenez sans doute de Maurice Thorez, le grand leader du Parti communiste de la grande époque des années 50, qui disait « faut savoir arrêter une grève ». Eh bien, je me demande si l'intersyndicale n'est pas en train de toucher du doigt une autre façon de convoquer Maurice Thorez, c'est-à-dire il faut savoir arrêter une mobilisation. Parce qu'au bout de 14 jours, avec le succès qu'a connu la mobilisation, avec l'unité de l'intersyndicale autour de cette réforme des retraites qui est sans doute la plus anti-populaire depuis des décennies, eh ben je ne sais pas comment vous allez vous en sortir, en fait. Parce que vous avez des dossiers à négocier, bien sûr, pour vos syndiqués et pour les salariés français. Vous, en tant que leader national d'un syndicat puissant, oui, le pouvoir d'achat, oui, la question des seniors, mais là, l'essoufflement, l'effondrement, pardonnez-moi, 300 000 pour la CGT, 31 000 pour la préfecture de police. À Paris. Ça veut dire que vous êtes dans une position pour négocier la suite, qui est pas La question que vous posez, Éric Revel, en fait, est la suivante. Est-ce que ça n'était pas la mobilisation de trop ? Est-ce que cette 14e journée d'action, finalement, ne vous pénalise pas plus qu'autre chose ? Si vous l'aviez arrêté un peu plus tôt, vous étiez davantage, me semble-t-il, en position de force pour aller négocier, compte tenu de la mobilisation précédente. Non, il ne faut pas mélanger tous les sujets. Cette mobilisation, elle était importante, encore une fois, parce qu'il devait y avoir un vote le 8 à l'Assemblée nationale, et faire pression sur le député par la mobilisation, ça marche bien. Vous êtes d'accord pour dire que c'est un échec ? Non, mais on est 4 fois moins que d'habitude, c'est pas une grande mobilisation, on savait très bien. Oui, si vous voulez. Non, c'est pas si je veux, c'est ce que vous pensez-vous, pardon, c'est ça la question. Non, mais qu'est-ce que vous pensez de cette mobilisation ? Encore une fois, cette mobilisation, elle est en deçà de nos espérances. On pensait mobiliser un peu plus, on savait qu'on serait
beaucoup moins nombreux que le 1er mai. On pensait donc, quand même l'être un petit peu plus. Cyril Chabagnier, non, ce n'était pas une erreur, je le redis, puisque faire pression sur les députés pour qu'ils puissent voter ces 64 ans, contre les 64 ans, c'était important pour nous. Et on a vu d'ailleurs que la dernière pression qu'on avait fait le jour où il devait y avoir le vote de cette loi, ça avait fonctionné puisque le gouvernement n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale et est passé par le 49-3. Je vous interromps un instant. Est-ce que vous avez cru sincèrement à un moment que le gouvernement allait pouvoir laisser passer l'abrogation du changement de la retraite à 64 ans? J'ai répondu un peu tout à l'heure, oui, mais en tout cas, en fait, que le c'est gouvernement... simplement pour se dire la vérité. Oui, parce non, que même des députés du groupe Lyot qui sont à l'initiative de cette proposition de loi nous expliquent, mais depuis même plusieurs semaines maintenant, que de toute façon ça n'ira pas au bout et que l'objectif c'est de mener un combat symbolique. Oui, mais donc quand vous dites on voulait faire pression sur les députés, vous nourrissiez l'espoir de pouvoir faire évoluer la situation et d'obtenir l'abrogation de la retraite à 64 ans. En réalité, c'est pas vrai. Non, mais excusez-moi, vous savez que je vous apprécie beaucoup, mais moi aussi, vous confondez deux choses. Vous confondez le fait qu'on savait depuis le départ que cette proposition de loi ne pouvait pas aller jusqu'au bout, puisqu'elle ne serait pas votée au Sénat et qu'elle serait sûrement censurée par le Conseil constitutionnel, donc elle n'irait pas jusqu'au bout dans sa forme juridique, presque j'allais dire. Mais il y avait un enjeu à la fois symbolique, mais qui aurait pu avoir des conséquences énormes, y compris des conséquences politiques, que l'Assemblée nationale vote contre les 64 ans, puisque le gouvernement lui-même disait, mais si l'Assemblée vote, même si au bout c'est censuré par le Conseil... C'est un peu compliqué, là j'ai l'impression qu'on se perd un peu dans le débat. Si le Conseil vote, si l'Assemblée nationale avait voté cette loi, ça aurait été une forme de coup de tonnerre. Vous saviez un petit peu depuis le début, honnêtement, on le savait tous depuis le début. Ce qui est intéressant, pardon, c'est la suite. Que va-t-il se passer maintenant pour l'intersyndicale? Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir? Donc, pour répondre à la question d'Éric, j'avais dit, et je dis depuis un certain temps, que pour la CFTC, on ne pensait pas qu'il fallait continuer la mobilisation de la même manière, et donc il fallait plutôt arrêter les mobilisations dans la rue. Et on a beaucoup dit, je n'étais pas le seul, plusieurs leaders syndicaux ont dit que cette journée du 6 serait sûrement la dernière sous cette forme-là. Donc je réponds à la question, ça sera pas... Il fallait celle-là, ça nous paraissait important, mais il ne faudra pas faire une de plus peut-être et celle de trop, pour reprendre les propos d'Éric. Après, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est continuer à lutter contre cette réforme des retraites par le combat contre les décrets, en continuant à demander au gouvernement de manière ferme à ce que cette loi ne soit pas appliquée, et puis se servir de cette mobilisation, je l'ai dit, et l'intersyndicale, parce que l'intersyndicale a été très forte. Durant ce mouvement, on oublie de dire qu'il y a eu 30% d'adhésion en plus dans l'ensemble des organisations syndicales, beaucoup de respect, un regard différent de l'employeur, y compris du gouvernement. Donc il y a une force syndicale aujourd'hui, du fait aussi de l'union qu'on a pu montrer pendant 5 mois, qui va nous servir, peut-être pas pour gagner sur les retraites, mais en tout cas pour obtenir sûrement des avancées sur d'autres sujets, et c'est le combat de demain. Et vous avez vu qu'on a publié un courrier en commun en faisant des propositions sur des sujets qu'on voulait aborder et des avancées qu'on voulait avoir. On poursuit ce débat dans un instant. Avant cela, on retourne dans le 13e arrondissement de Paris, retrouver notre journaliste de CNews, puisque vous nous dites que les forces de l'ordre sont en train de protéger la mairie de cet arrondissement. Oui, effectivement, c'est même forces de l'ordre qui étaient à l'instant avenue des Gobelins qui se sont déplacés pour se poster juste devant la mairie du 13e pour protéger la mairie, un rectangle, j'ai envie de dire un rectangle de CRS qui protège l'établissement. Alors juste en face, il y a des manifestants qui eux sont toujours assez actifs, qui n'hésitent pas à jeter des projectiles sur les forces de l'ordre. On peut le voir même sur le sol. Nous avons des bouteilles de bière, des bouteilles en plastique, des canettes, des bouteilles d'eau, des pavés à l'instant, puisque un pavé vient d'être lancé à l'heure où je vous parle sur un des membres des forces de l'ordre, qui ne bouge pas, qui reste vraiment statique devant la mairie du 13e arrondissement. Des forces de l'ordre qui, il y a quelques minutes, je vous le rappelle, ont été prises à partie avenue des Gobelins par des manifestants, dans un premier temps des Black Blocs, puis des manifestants pacifiques qui ont rejoint les Black Blocs pour tout simplement rejoindre le mouvement et jeter des projectiles. Les forces de l'ordre avaient répondu avec des gaz lacrymogènes, et puis la situation s'était détendue, et là on voit en ce moment donc les forces de l'ordre qui se déplacent, qui semblent voilà, ne plus protéger la mairie du 13e arrondissement. Peut-être qu'ils vont se placer un peu plus loin sur une autre artère de la place d'Italie.
mais les jets de projectiles, eux, se poursuivent. On voit, Jean-Christophe Couvi, que les forces de l'ordre se déplacent en même temps que les manifestants, en réalité. Oui, bien sûr, on suit le flot. De toute façon, là, on protégeait quelque part la mairie parce que c'est ce qui représente l'État. Donc c'est normal que mes collègues protègent tout le régalien, les symboles de la République. Et puis au fur et à mesure, effectivement, on se déplace en fonction du flot, en fonction aussi de l'intensité. Quand on voit que la violence retombe, on allège un petit peu le dispositif. Les policiers laissent un petit peu la place, vont un peu plus loin, essaient de se réhydrater un peu, parce que je peux vous dire que quand il fait très chaud comme ça, il faut savoir que les policiers, les CRS, les gendarmes mobiles et compagnies d'intervention, ils font 10 à 12 km dans la journée, avec tout le barda qui fait, je vous dis, entre 14 et 20 kilos. Les grenades, le matériel, etc. Donc oui, faut être physique et endurant. Louis de Ragnel, je rappelle ce chiffre, 17 interpellations à Paris pour le moment. Il faut préciser que c'est un chiffre qui est extrêmement faible. Il y a eu des manifestations où on a eu des centaines d'arrestations. Plus de 200, 300, et je crois qu'il y a un jour où pour toute la France, on était à plus de 400 ou 500 interpellations. Donc globalement, oui, c'est relativement calme pour le moment. Et je pense que c'est à l'image aussi de l'essoufflement du mouvement social, à l'image du fait que dans les grandes villes de province, globalement, il y a eu 2 fois moins de manifestants que lors de la manifestation du 1er mai. Et donc, effectivement, on voit que le mouvement est en train de s'éteindre petit à petit. J'en profite simplement pour rebondir sur ce que disait monsieur Cyril Chabagnier tout à l'heure. Souvent aussi, à la fin des mouvements de contestation sociale, quand les leaders syndicaux disent, voilà, le mouvement va prendre d'autres formes, c'est souvent aussi le synonyme du fait que les syndicats actent leur incapacité à mobiliser en nombre des gens dans la rue. C'est le cas, Jean-François Amadieu. C'est la tradition. Les syndicalistes disent toujours la lutte continue sous d'autres formes. Bon, voilà. Donc on a bien compris, mais en réalité... Qu'est-ce que ça signifie en réalité? Ça signifie qu'on a perdu sur ce coup-là, que naturellement on continue à être contre une mesure. Ici, c'était les 64 ans. Et qu'on dit qu'on le fera sous d'autres formes. En réalité, on a du mal à trouver ces autres formes. Et donc, simplement, le coup d'après... on gagnera ou on essaiera de gagner sur autre chose. Donc et d'ailleurs, pardonnez-moi, c'est une forme de langue de bois, oui, pour dire, bien sûr. Pour dire moi, c'est fini. Sentiment, mais la lutte ne s'arrêtera jamais. Parce que la transformation, c'est quoi? Non, mais bien sûr, on va tenter de négocier avec le gouvernement. Bon, on a vu ce que ça a donné les négociations avec le gouvernement. On va lancer des pétitions. On sait, en France, dès qu'on lance des pétitions, souvent, c'est parce qu'il y a une cause qui est désespérée. Et globalement, ça fait changer assez peu les choses, malheureusement, dans certains cas. Et puis parfois, on dit on va mener des actions symboliques et ponctuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des images un peu spectaculaires qui mobilisent très peu de monde avec un objectif, c'est d'essayer d'alerter les pouvoirs publics. Mais encore une fois, globalement, c'est plutôt le nombre de manifestants dans les rues qui permet de faire vaciller un gouvernement, qui permet de le faire trembler, qui permet de le faire hésiter. C'est pas en faisant des pétitions ou des signatures qu'on y parvient. L'une des réalités aussi de ce mouvement social qui a été long, qui dans la rue a été incontestablement à un certain moment une réussite, c'est certain, mais vous n'avez pas réussi à bloquer le pays. Et c'était ce que souhaitait notamment la CGT aussi au départ de ce mouvement social. Donc de ce point de vue-là, vous n'avez pas réussi à peser suffisamment sur le gouvernement pour le faire reculer. Alors premièrement, certaines organisations syndicales et la mienne n'ont jamais demandé à ce qu'on bloque le pays. La CGT l'a demandé. C'est vrai. Et la CGT, c'est pas la CFTC, et c'est pas d'autres organisations syndicales. Non, puisque vous dites depuis le début que l'intersyndicale est unie. Donc oui, mais d'ailleurs, l'intersyndicale négocie, cherche un consensus ensemble, on a pu toujours le trouver, et il n'y a eu aucun appel à bloquer le pays, il y a eu un appel pour le 7 mars à arrêter le pays sur une journée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a eu peut-être certains secteurs qui ont voulu faire des choses, mais l'intersyndicale nationalement n'a jamais écrit ça dans un communiqué commun. Après, je trouve que mes collègues, c'est eux qui sont un peu de mauvaise foi et qui sont très durs avec moi ce soir, mais depuis le départ, on vous dit que cette manifestation était sûrement la dernière, qu'elle était importante parce qu'il devait y avoir un vote le 8, que pour le moment, cette mobilisation très forte, le gouvernement ne l'a pas écoutée, et donc c'est un échec parce que les 64 ans ont été promulgués. Tout ça, on l'a dit, et qu'il fallait passer à autre chose. Quand je dis très sincèrement que ça doit prendre d'autres formes, parce que contester, par exemple, les décrets dans un combat juridique, c'est une autre forme de contestation, qu'on va essayer de transformer vraiment cette ferveur populaire qu'on a eue, et ces 5 mois de mobilisation, en essayant de la transformer sur des combats qu'on va mener en commun, sur des sujets importants comme le pouvoir d'achat, comme les droits
droit à la reconversion, comme la pénibilité, l'usure professionnelle, c'est une vraie suite à donner au mouvement. C'est pas de la langue de bois. Mais dire que sur les retraites, on n'a pas gagné et qu'on va essayer d'obtenir des choses sur d'autres sujets, parce que le gouvernement, au bout d'un moment, va devoir apaiser ce climat social. Je vois pas en quoi c'est de la langue de bois. Non, mais Cyril Charbonnier, ça n'enlève rien à votre courage, ça n'enlève rien au succès des précédentes manifestations, et ça n'enlève rien, puisque maintenant on apprend à se connaître, on se connaît un petit peu, puisqu'on a fait beaucoup d'émissions ensemble, ça n'enlève rien à la sincérité de votre combat, et je pense que tout le monde autour de ce plateau vous reconnaît cette sincérité et cette authenticité. C'est-à-dire que vous ne maniez pas le double discours, moi je peux en témoigner, mais il n'en demeure pas moins que pour l'instant, à ce stade, on arrive quand même à un moment un peu butoir, une sorte d'heure de vérité. On voit bien. Laurent Berger l'a dit, tout à l'heure vous passiez ces images, c'est-à-dire que moi, on ne ment pas. Laurent Berger dit c'est la fin d'un match. Alors justement, Éric Revel, si ce match, ce mouvement social qui a duré plus de 5 mois se solde incontestablement par un échec de l'intersyndicale et des manifestants qui n'ont pas obtenu le retrait de cette réforme, est-ce que pour autant on peut considérer que c'est une victoire d'Emmanuel Macron, qui sort quand même politiquement très affaibli de cette séquence aussi? Alors, très affaibli, moi il y a quelques semaines, j'avais dit, le président de la République, en fait, dont la cote de popularité s'effondrait, risque d'apparaître pour un certain nombre de Français comme le père courage, c'est-à-dire seul face à la rue. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que peut-être que l'image d'Emmanuel Macron pour sa base électorale, notamment de retraités, qui eux ne verront pas leur pension diminuer, elle va au contraire se consolider. Mais je voulais dire à M. Chabagnier, pour me joindre aussi à ce que disait Louis, c'est que moi j'aimerais bien être la petite souris qui va être là au moment où les leaders nationaux des syndicats vont faire le débrief. Vous voyez, ils vont faire le débrief. Parce que parfois, a priori la semaine prochaine, vous le confirmez? Parce que on va se voir la semaine prochaine, mais plutôt pour voir quel sujet on va mettre ensemble en commun pour continuer le combat intersyndical. Parce que l'unité, l'intersyndicale a été saluée, elle a été historique, mais face à la désillusion et à l'essoufflement du mouvement, je voudrais voir comment les uns et les autres vont récupérer leurs billes. Et on a eu finalement un élément en amont de ce qui se passe aujourd'hui, c'est la très faible mobilisation dans les transports et dans les transports en commun. Il me semble que ça, c'était le symptôme que cette journée n'allait pas fonctionner, parce que vous avez des syndicats comme Sud à la SNCF qui sont quand même le premier à déclencher des mouvements parfois forts pour des sujets subalternes. Et bien là, la mobilisation dans les transports en commun, elle a été quasiment nulle. Et ça, c'était un symptôme. Il n'y avait pas d'appel à la grève vraiment aujourd'hui. Oui, d'accord. La mobilisation, c'est quand même une grosse différence. Et souvent, les syndicats sont servis comme argument, c'est de dire, oui, mais quand il n'y a plus de transport en commun, les gens ne peuvent pas monter pour manifester. Et bien là, il n'y avait pas de grève, et pourtant, ils ne sont pas montés. Certes. Alors, puisque vous parlez de la suite de la mobilisation, il y a des manifestants, on parlait de la CGT. Là, en l'occurrence, un manifestant de la CGT, puisque vous savez peut-être que aujourd'hui, la CGT a organisé une action coup de poing au siège des JO 2024. C'est en Seine-Saint-Denis. Ils ont essayé d'envahir ce siège de manière tout à fait pacifique, ça n'est pas le problème. Mais écoutez ce que disait l'un de ces manifestants de la CGT devant donc ce siège des JO. Cette réforme des retraites, c'est 2 ans de plus, et que malheureusement pour eux, l'année prochaine, ils vont avoir besoin de nous. Ils vont avoir besoin des salariés, des agents de la RATP, des cheminots, mais pas que. Et donc on est venu leur dire, écoutez, vous voulez nous mettre 2 ans de plus, nous, il n'y aura pas de JO. Et très clairement, on lâchera rien. Et pour les JO, ils auront besoin de nous. Ils auront besoin de trains supplémentaires, ils auront besoin de métros supplémentaires. Et nous, on est venu leur dire que ça se ferait pas gratuitement, ça se ferait pas généreusement. Ils auront besoin de volontaires. Les volontaires, ils les trouveront pas, parce que quand on met 2 ans de plus à des agents comme nous, c'est pas entendable et c'est pas quelque chose qu'on accepte. Quand on a une Assemblée nationale et un gouvernement qui fait un bras d'honneur à tout ça, nous, on est venu leur dire qu'on n'ira pas au travail. On fera pas en sorte que les JO se passent bien, ça c'est clair. Cyril Charbonnier, ce que dit ce manifestant membre de la CGT, il dit en fait, puisque vous nous imposez cette réforme, nous on va continuer. En 2024, il y a les JO, on bloquera le pays à ce moment-là. Il n'y aura plus de train, il n'y aura plus de métro à Paris, et donc le gouvernement sera obligé de plier à ce moment-là. Est-ce que vous adhérez à ce discours et à ce genre de menaces ? Je l'ai dit depuis le départ, et non, je n'adhère pas à ce genre de discours. On a dit clairement qu'on ne voulait pas faire des coupures d'électricité, qu'on ne voulait pas... Il y a eu passé un moment des actions, alors peut-être il y avait le Festival de Cannes, le Festival d'Avignon, il y avait Roland-Garros, il y avait des coupures d'électricité pour des élus, tout ce type d'action. Vous savez, à la CFTC, on essaie de respecter les personnes. C'est vraiment notre valeur fondamentale. Donc, on n'est pas pour ce type d'action. Et quand tout à l'heure, on disait que les syndicats avaient perdu, il y a peut-être aussi un petit peu la démocratie qui a quand même perdu. Et la population, c'est quand même une phrase très importante, nous dit, vous n'avez pas réussi, les syndicats, à convaincre le gouvernement de retirer la loi sur les 64 ans et cette réforme des retraites, mais on vous en veut pas. C'est quand même très
très bizarre. On pourrait presque être surpris par ça. Ils disent, on en veut énormément au gouvernement de ne pas avoir entendu la colère de la rue, mais vous avez fait le travail, vous avez fait ce qu'il fallait faire, y compris l'intersyndical. Et donc, on n'a pas des retombées négatives. Et rien que pour ça, c'est pas un échec non plus. Ce chiffre qui vient de nous parvenir à l'instant, chiffre du ministère de l'Intérieur, le décompte définitif, 281 000 manifestants aujourd'hui partout en France, celui de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. C'est un chiffre qui est en net repli par rapport au 1er mai. Absolument, parce que si on rappelle le chiffre du 1er mai, c'était 782 000 personnes pour toute la France, ce qui était déjà considéré comme un chiffre en légère baisse. Alors pour un 1er mai, c'était beaucoup, mais par rapport aux précédentes manifestations, c'était un peu moins. Et donc, globalement, j'ai fait la liste de tout l'historique, de toutes les mobilisations depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites. Eh bien, c'est le chiffre le plus faible. Et il faut remonter au 11 mars dernier, 368 000 personnes selon la police, pour voir le deuxième chiffre le plus faible. La dernière manif est toujours la plus faible. Voilà, et rappelons quelques chiffres. Non, mais pour le coup, rappelons quelques chiffres pour le coup qui étaient très positifs. Pour vous, le 19 janvier, il y avait 1 120 000 personnes. Le 31 janvier, 1 270 000 personnes. Le million a également été dépassé le 23 mars dernier. Donc voilà, on sent à travers ce chiffre la fin d'un cycle de manifestations qui ont connu le succès les mois derniers, mais qui aujourd'hui atteint son chiffre le plus bas. Voilà, chiffre que l'on rappelle, 281 000 manifestants aujourd'hui partout en France, selon le décompte désormais définitif du ministère de l'Intérieur, 3 fois moins donc que le 1er mai, à peu près 3 fois moins que le 1er mai dernier. Jean-François Amadieu, vous qui êtes spécialiste des mouvements sociaux, ce chiffre, qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce que vous considérez effectivement que les syndicats auraient mieux fait de s'arrêter un peu avant pour pouvoir garder plus de force, plus d'influence auprès du gouvernement? Non, parce que si vous voulez, c'est pas sur le nombre de manifestants, ni cette fois-ci, ni sur les fois précédentes, que se joue réellement la pression sur l'exécutif. On voit que la partie est gagnée par le gouvernement, concrètement. Maintenant, il y a un autre match qui va se jouer. Et il va être tout à fait spectaculaire. Cyril Chabagnier le soulignait. Moi, je suis frappé par le nombre de sujets qui sont sur la table, qui vont faire l'objet de discussions, de négociations. C'est un nombre très important. Si on les rassemblait ensemble, qu'on faisait une grande conférence, ce serait plus qu'un Grenelle. Il y a beaucoup de sujets. Des sujets qui intéressent les gens eux-mêmes, si on pense au salaire, par exemple, mais aussi des sujets qui concernent les organisations syndicales, revenir sur les ordonnances Macron, sur les moyens pour les organisations syndicales. Il y a énormément de sujets. Et dans tous ces sujets, évidemment, c'est le calcul des organisations syndicales. Vous savez, dans les relations sociales, il faut bien voir qu'un patron ou l'exécutif ne peut pas gagner tout le temps, ne jamais rien céder. À la fin, il faut montrer un peu sa bonne volonté. Donc ça ne peut pas être, vous ne pouvez pas enfoncer la tête sous l'eau si vous avez gagné à un moment donné. Donc c'est pas tout à fait comme au tennis où on peut gagner 20 fois de suite. Là, il y a des moments où il faut peut-être lâcher quelque chose. Et c'est là-dessus que les organisations syndicales... Éric Revel, est-ce que les syndicats ils sortent renforcés ou affaiblis après ces 14 journées d'action qui se sont échelonnées sur 5 mois? Bon, il y a quelque chose, à mon avis, très positif pour les syndicats, et je le redis comme je le pense, c'est-à-dire que le syndicalisme était un peu sous les radars, on se posait des questions, et là, d'une certaine manière, je vais employer une formule triviale, les syndicats se sont refait la cerise, quoi. C'est-à-dire, bon, alors je parle même pas seulement en nombre d'adhérents, en termes de visibilité, en termes de mobilisation, c'est indéniable. En termes de sérieux, je pense aussi. En termes de sérieux, c'est indéniable. C'est indéniable. Maintenant, la réforme, encore une fois, la plus impopulaire dans les sondages, qui était la réforme des retraites, elle se termine par le spectacle auquel on assiste maintenant. Moi, la crainte que j'ai pour vous, M. Chabagnier et les leaders syndicaux, c'est dans quelle position vous êtes pour négocier des choses qui vont être essentielles. Je rappelle quand même que la censure du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites avait également censuré 2 points très importants pour les seniors, pour leur maintien dans l'emploi dans l'entreprise. C'était 1, l'index senior dans l'entreprise, et 2, le CDI senior. Tout ça, ça sera à vous de le négocier. Mais est-ce que vous êtes suffisamment en position de force pour le faire? Parce que là, vous avez des seniors qui se retrouvent en fin d'indemnité pour l'emploi, avec la réforme de l'assurance chômage, et qui vont basculer dans des trappes à pauvreté. On le saura.
Alors, vous allez nous répondre dans un instant. Avant cela, je vous rappelle ce chiffre important. 281 000 manifestants partout en France aujourd'hui, selon le décompte définitif du ministère de l'Intérieur. J'ajoute que nous apprenons à l'instant qu'un CRS a été blessé par un jet de pavé dans le cortège parisien. Il est presque 18h56, pardonnez-moi. On va saluer les auditeurs d'Europe 1 qui vont nous quitter et qui ont rendez-vous tout de suite avec Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé et Hélène Zélani.